Mes parents m'ont renié il y a 9 ans à cause des accusations de ma sœur. Elle a dit, tu as séduit et couché avec mon petit ami. Mes parents étaient furieux et m'ont mise à la porte de la maison le soir même alors que, en fait, la vérité était tout le contraire. Maintenant, ils m'ont soudainement réinvité pour une fête du Nouvel An pour une seule et unique raison. Mes parents m'ont renié il y a 9 ans à cause des accusations de ma sœur aînée, Delphine. Elle a prétendu que j'avais flirté sans vergogne et essayé de séduire son petit ami, Hugo. Ils l'ont cru sans poser de questions, se sont mis en colère et m'ont mise à la porte de la maison le soir même. La vérité? C'était tout le contraire. Je m'appelle Evelyne Hébert. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne dans la banlieue de Lyon. Delphine, de 3 ans mon aînée, a toujours été l'enfant prodige, celle dont nos parents se vantaient auprès de tout le monde. D'excellentes notes, populaire, la fille parfaite à leurs yeux. Moi, j'étais simplement la plus discrète, essayant de ne pas causer de problèmes et de payer mes propres études avec des emplois à temps partiel. Ils n'ont même pas demandé de preuves ce soir-là, car ils ne m'avaient jamais vraiment cru au départ. La parole de Delphine a toujours suffi. Une confrontation houleuse dans la cuisine, les voix qui s'élèvent, les portes qui claquent, et soudain, je faisais ma valise dans le noir pendant qu'il se tenait là, le visage impassible. Aucune discussion, aucune seconde chance. Juste, dégage. 9 années de silence ont suivi. J'ai tout reconstruit à partir de rien. Et puis, sortis de nulle part, ils ont commencé à me réinviter, surtout pour un grand rassemblement familial du Nouvel An. Ils disaient que je leur manquais, que le temps guérit tout. Mais j'ai vite découvert la vraie raison. Si vous voulez savoir comment j'ai repris ma vie en main, ce qui s'est réellement passé à l'époque, et pourquoi ils veulent soudainement que je sois de nouveau sur les photos de famille, appuyez sur le bouton d'abonnement et restez avec moi, car cette histoire devient complètement folle. Laissez-moi vous ramener à ce qu'était la vie dans notre famille à Lyon avant que tout n'explose. Nous vivions dans un quartier pavillonnaire confortable à la périphérie de la ville. Le genre de quartier avec des rues bordées d'arbres, des enfants faisant du vélo en été et des fêtes de voisins quand le temps s'améliorait. Papa travaillait comme responsable informatique pour une PME industrielle du centre-ville, un emploi stable avec de bons avantages, toujours à parler de plan de retraite et de son plan d'épargne entreprise. Maman enseignait le français au lycée. Elle adorait donner des livres à lire et corriger des copies à la table de la cuisine, et organisait le club de lecture du quartier tous les mois. Notre maison avait un grand jardin où papa allumait le barbecue pour des merguez et des chipolatas les week-ends, la fumée s'élevant pendant que les voisins discutaient par-dessus les clôtures. Les vacances signifiaient de grands rassemblements, le gratin dauphinois maison de maman pour le Nouvel An, les histoires de papa sur les matchs de l'Olympique lyonnais. Delphine est arrivée 3 ans avant moi et, très tôt, elle a su comment attirer l'attention. Sourire éclatant, esprit vif, les professeurs la qualifiaient de leader né. Elle a rejoint le club de GRS au collège, et est devenue capitaine dès sa première année de lycée, toujours au centre des photos de groupe. Les parents rayonnaient devant ses bulletins de notes, ses médailles de compétition, ses histoires d'amis et de soirées. Elle se nourrissait de l'attention, transformant des événements ordinaires en récits où elle sortait grandie, enjolivant parfois les détails si cela rendait l'histoire meilleure. Si quelque chose tournait mal, elle le présentait de manière à apparaître comme la victime ou l'héroïne. J'étais différente. Plus discrète, je préférais les livres aux foules et j'aidais aux tâches ménagères sans qu'on me le demande. Mes notes étaient bonnes, mais pas aussi remarquables que les siennes. J'ai rejoint le club du journal du lycée plutôt que le sport et j'ai économisé mon argent de poche pour mes propres affaires très tôt. J'ai appris à me mettre en retrait quand Delphine voulait être sous les projecteurs, pensant que cela maintenait la paix. Le favoritisme se manifestait dans des gestes quotidiens qui se sont accumulés avec le temps. Un après-midi, quand Delphine avait 16 ans, elle a emprunté mon ordinateur portable pour un projet scolaire sans demander, a renversé du soda sur le clavier et a grillé tout l'appareil. Je suis rentré à la maison pour le trouver en ruine sur le comptoir. Quand je l'ai dit à maman et papa, ils ont soupiré et ont dit que j'aurais dû le garder dans ma chambre si je ne voulais pas que quelqu'un l'utilise, que le partage était important dans une famille. Delphine a eu droit à un léger « fais attention la prochaine fois » et à un nouvel ordinateur pour son anniversaire un mois plus tard. J'ai travaillé des heures supplémentaires dans une boulangerie locale pour remplacer le mien, raclant les fonds de tiroir avec les pourboires pendant que Delphine publiait des photos de sa nouvelle installation en ligne. Une autre fois, alors que je commençais à prendre des services du soir dans un café près du campus pour payer mes livres et l'essence,
maman est restée éveillée la première nuit où je suis rentré après 23 heures. Elle n'a pas haussé la voix, elle a juste dit que les filles bien ne restaient pas dehors si tard, que les gens parlaient et que ce n'était pas l'image qu'elle voulait pour sa fille. Pendant ce temps, Delphine, à 19 ans, rentrait à 2 ou 3 heures du matin certains week-ends après des fêtes ou des sorties avec des amis, la musique s'échappant encore de sa voiture. Papa en riait, la qualifiait de sociable et d'amusante, et disait « c'est comme ça qu'on se fait des relations qui durent ». Maman était d'accord, ajoutant à quel point elle était fière de la popularité de Delphine. Ce schéma allait plus loin dans la manière dont les histoires étaient racontées. Au lycée, Delphine est rentrée en pleurant un jour, racontant à maman et papa qu'un groupe de filles avait répandu des rumeurs sur elle, l'avait exclue de leur projet et l'avait fait se sentir très mal. Les parents l'ont réconfortée pendant des heures, ont parlé d'amis peu fiables, et ont même appelé la mère d'une des filles pour se plaindre. Des semaines plus tard, j'ai entendu par une amie commune que Delphine avait elle-même lancé la rumeur pour évincer une rivale pour un poste de délégué de classe, puis avait joué la victime quand cela s'était retourné contre elle et que le groupe s'était ligué contre elle. Je n'en ai jamais parlé à la maison. La confronter n'aurait fait de moi que la méchante qui sème la zizanie, et mes parents se seraient rangés du côté de ses larmes. J'ai gardé la tête basse, j'ai travaillé à temps partiel tout au long de mes études et j'ai suivi des cours pratiques en gestion administrative. Delphine a changé de cursus 2 fois et a beaucoup fait la fête, mais mes parents appelaient ça « explorer ses passions ». Elle est sortie avec plusieurs garçons, toujours des types qui rehaussaient son statut, et les histoires à leur sujet remplissaient les conversations du dîner. À 26 ans, elle s'était installée avec Hugo, un charmant commercial, doué pour le baratin mais peu fiable pour tenir ses promesses, toujours en retard ou oubliant les projets. Delphine le trouvait excitant, mes parents aimaient sa confiance en lui. À 23 ans, j'avais un emploi stable à temps partiel de coordination d'événements dans une salle de réception locale, je payais mes factures et me sentais indépendante. Delphine et Hugo semblaient sérieux, parlant de fiançailles. Peut-être que tout semblait normal en surface. Les dîners de famille avaient toujours lieu, les conversations fusaient. Un soir, en rentrant tôt d'un groupe d'études, je suis tombé sur quelque chose qui a bouleversé mon monde. Mon téléphone vibrait sans cesse dans mon sac alors que je montais les escaliers de mon appartement. Je l'ai sorti, m'attendant à une conversation de groupe de camarades de promo sur des notes ou des projets de week-end. Au lieu de cela, c'était une série de messages de Hugo. Il avait commencé une semaine plus tôt avec des banalités comme « Salut, comment s'est passée ta journée ?» Mais cette fois, ça a rapidement dégénéré, des compliments sur mon apparence sur une photo de famille que Delphine avait publiée en ligne, des suggestions pour que nous allions prendre un café, juste pour discuter, loin de tout le monde. Il a dit qu'il me trouvait plus amusante que les gens ne le pensaient, ajoutant même un emoji clin d'œil après avoir dit qu'il m'avait toujours remarqué lors des rassemblements. Le ton était indéniablement aguicheur, franchissant toutes les limites que le petit ami d'une sœur devrait respecter. Je me suis senti immédiatement mal à l'aise, un nœud se formant dans mon estomac. Hugo et Delphine étaient ensemble depuis plus d'1 an, parlant d'emménager ensemble, de projets d'avenir. J'ai tout de suite fait des captures d'écran, j'ai répondu poliment mais fermement que je n'étais pas intéressé, que ce n'était pas approprié et qu'il devait arrêter. Puis j'ai transféré les captures d'écran complètes à Delphine avec un message expliquant exactement ce qui s'était passé, ajoutant que je voulais qu'elle le sache d'abord par moi parce que je n'avais rien à cacher et que j'attachais de l'importance à la transparence. Delphine a appelé tout de suite, la voix tremblante. Elle m'a remercié de lui avoir dit, a dit qu'elle n'arrivait pas à y croire et qu'elle allait confronter Hugo immédiatement. Pendant un instant, j'ai pensé que cela mettrait fin à l'affaire proprement. Hugo reculerait. Delphine s'en occuperait. La famille resterait intacte. Mais le lendemain, les choses ont changé d'une manière que je n'avais jamais vu venir. Delphine m'a envoyé un texto disant que Hugo avait tout nié quand elle l'avait interrogé. Il a prétendu que j'avais mal interprété des messages amicaux, que j'avais envoyé des signaux en premier lors d'événements familiaux souriant trop, me tenant trop près. J'ai revérifié l'historique de mon téléphone. Mes réponses avaient toujours été neutres ou redirigées vers des activités de groupe avec Delphine. Rien d'encourageant, rien d'ambigu. Hugo déformait complètement la situation. Le soir, le ton de Delphine a complètement changé. Elle m'a accusé de déformer les faits pour créer des problèmes, a dit que j'avais toujours été jalouse de ses relations et que c'était ma façon de saboter la sienne. J'ai essayé d'appeler pour clarifier les choses, pour expliquer à nouveau les captures d'écran, mais elle a raccroché après avoir dit que je mentais pour couvrir mes arrières.
Puis la conversation de groupe de la famille s'est illuminée d'un long message de sa part détaillant comment j'avais flirté avec Hugo dans son dos pendant des semaines, envoyant des textos suggestifs, essayant de le lui voler parce que je ne supportais pas de la voir heureuse avec quelqu'un de bien. Elle a joint des captures d'écran modifiées, coupées pour supprimer le contexte, les horodatages légèrement altérés, donnant l'impression que c'était moi qui avais commencé. Maman a réagi la première avec des émojis choqués et un message disant que cela expliquait l'humeur de Delphine ces derniers temps. Papa a écrit qu'il était, profondément déçu, que ce n'était pas comme ça qu'il nous avait élevés à nous traiter mutuellement. J'ai tapé des explications frénétiquement, j'ai posté les captures d'écran complètes et non modifiées montrant que Hugo commençait chaque fil de discussion et que je mettais fin à la conversation. Mais Delphine a répondu instantanément avec d'autres accusations, que j'avais supprimé des parties, falsifié les versions complètes, n'importe quoi pour la faire paraître mauvaise et jouer la victime. Hugo est intervenu depuis son téléphone, soutenant entièrement son histoire, disant que j'avais mal interprété sa gentillesse et que j'avais surréagi alors qu'il se montrait simplement gentil. La confrontation s'est déplacée à la maison ce soir-là. J'y suis allé en voiture, pensant qu'une discussion en face à face réglerait le problème, que voir le téléphone en personne le prouverait. Tout le monde était dans le salon quand je suis arrivé. Maman était sur le canapé, l'air au bord des larmes. Papa faisait les 100 pas, les bras croisés. Delphine était assise avec les yeux rouges, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Hugo n'était pas là, commodément absent. J'ai commencé calmement, j'ai exposé à nouveau la chronologie et j'ai tendu mon téléphone pour qu'ils puissent le parcourir eux-mêmes. Papa m'a interrompu très tôt, la voix élevée, disant que Delphine ne mentirait pas sur quelque chose d'aussi grave, qu'elle avait été dévastée toute la journée et qu'il la croyait. Maman a ajouté à travers ses larmes qu'elle ne pouvait pas croire que je serais aussi envieuse de ma propre sœur, que cela lui brisait le cœur de me voir agir ainsi. Quand j'ai souligné que les messages complets prouvaient que Hugo avait tout initié, Delphine a éclaté en nouveaux sanglots, disant que je la manipulais psychologiquement, que je la faisais douter de sa propre relation, que j'avais toujours voulu ce qu'elle avait. Papa m'a dit d'arrêter de l'attaquer, que je devais assumer ma part de responsabilité dans l'escalade de la situation. J'ai demandé pourquoi personne ne remettait en question le rôle de Hugo. Maman a dit, les garçons flirtent parfois sans mauvaise intention, mais les sœurs ne devraient ni encourager ni exagérer cela. Delphine a hoché la tête, ajoutant que j'avais été trop disponible, m'attardant dans les conversations avec lui lors des événements familiaux, envoyant les mauvais signaux. La pièce s'est rapidement retournée contre moi, les voix se superposant, les accusations s'accumulant sans pause. Papa a finalement levé la main pour demander le silence et a dit que ce comportement destructeur ne pouvait pas continuer sous leur toit, que je devais partir ce soir-là parce qu'il ne tolérerait pas que la jalousie déchire la famille. Je suis resté là, abasourdi, leur demandant s'ils étaient sérieux de me mettre à la porte pour une chose que je pouvais prouver ne pas avoir commise. Maman a pleuré plus fort, disant qu'elle n'aurait jamais pensé que je deviendrais aussi jalouse et manipulatrice. Delphine est restée silencieuse maintenant, les yeux baissés, comme la partie lésée. J'ai demandé une vraie chance de montrer à nouveau les preuves sur mon téléphone. Papa a secoué la tête, a dit que la parole et les larmes de Delphine suffisaient, et que mes captures d'écran, modifiées, semblaient de toute façon suspectes. L'air était lourd de finalité, les conversations s'arrêtant dès que j'essayais de parler. Papa a répété que j'avais jusqu'au matin pour emballer l'essentiel, qu'il mettrait le reste en carton plus tard si nécessaire. Pas de place pour la discussion, pas d'écoute complète de ma version. Les lumières de la maison sont restées dures alors que j'allais dans ma chambre, que je sortais des sacs de sport du placard et que je les remplissais de vêtements pliés rapidement, de mon ordinateur portable et de son chargeur, de papiers importants du tiroir, mes mains stables plus par choc que par calme. En bas, les voix murmuraient plus bas, celles de Delphine plus douces maintenant, mes parents la réconfortant avec des mots que je ne pouvais pas distinguer. J'ai porté les sacs jusqu'à ma voiture en faisant des allers-retours silencieux, la lumière du Porsche allumée, mais personne n'offrant son aide ou même un regard. La porte s'est fermée fermement derrière mon dernier chargement, le verrou cliquant comme une ponctuation. Cette même nuit, j'ai fini par crécher chez mon amie Manon, dans son petit appartement du centre-ville. Manon était une amie de mes cours à l'IUT, quelqu'un qui comprenait mon humour pince sans rire et ne me pressait jamais pour obtenir des détails que je n'étais pas prête à partager. Elle a ouvert la porte en pyjama, a jeté un coup d'œil à mon visage et au sac, et s'est écartée sans poser de questions. Son appartement était un petit 2 pièces exigu dans un vieil immeuble près du Rhône, le salon contenant à peine un canapé-lit et une table basse. Elle m'a donné des draps propres et un oreiller, a dit, prends tout le temps qu'il te faudra,
puis est allé se coucher. J'ai déplié le canapé et je me suis allongé là, fixant le ventilateur de plafond qui tournait lentement, mon esprit vide d'épuisement. Ma routine matinale commençait tôt pour ne pas déranger. Je me réveillais avant le réveil de Manon, je pliais soigneusement la literie, j'empilais mon sac de sport dans un coin et j'essuyais la salle de bain après une douche rapide. Elle travaillait dans le commerce de détail en centre-ville et partait vers 8 heures, donc nous nous croisions peu. Dès que j'ai eu de l'argent de mes pourboires, j'ai contribué, les courses d'abord, puis la moitié de la facture d'électricité quand elle est arrivée. Manon a d'abord refusé, mais j'ai insisté. Devoir quelque chose à quelqu'un me semblait pire que le matelas grumeleux. Les services à la salle de réception, la coordination, sont devenus ma bouée de sauvetage. Je prenais toutes les dates disponibles et je restais tard pour le nettoyage si cela signifiait des heures supplémentaires, souriant à travers mes yeux fatigués pour de meilleures missions. Les pourboires variaient, mais je les comptais soigneusement chaque nuit, triant les billets et les pièces de monnaie, les répartissant entre les besoins immédiats et les économies pour une caution quelque part. Mes choix alimentaires sont devenus calculés, riz et lentilles en vrac dans les magasins discount, eux en promotion, pain de la veille. Le petit déjeuner était du pain grillé ou des flocons d'avoine, le déjeuner un sandwich emballé, et le dîner parfois sauté si la journée s'éternisait. La première facture de téléphone complète à mon nom est arrivée environ 3 semaines plus tard. Fini le forfait familial qui en couvrait la majeure partie. J'ai fait le virement depuis mon compte courant, j'ai regardé le paiement se confirmer et j'ai ressenti un étrange sentiment de fierté mêlé d'inquiétude, la preuve que je pouvais m'en sortir seul, mais aussi un rappel qu'il n'y avait pas de plan de secours si l'argent venait à manquer. Les courses suivaient le même schéma. Je poussais un petit caddie dans les allées, me concentrant sur les produits de base, thon en conserve, pâtes, légumes surgelés, articles en promotion, rien de superflu. À la caisse, le total restait gérable, le paiement par carte réussi avec des fonds que j'avais gagnés moi-même. Monter les sacs sur 3 étages jusqu'à l'appartement de Manon est devenu une victoire de routine. Un après-midi pluvieux, après un double service, les jambes lourdes, je me suis garé dehors et j'ai fait défiler mes contacts. Le nom de maman était là, une photo de temps meilleur. Mon pouce a survolé le bouton « Appeler », imaginant tout déballer, la douleur, la confusion, peut-être entendre de l'inquiétude ou une invitation à revenir. Mais des flashs de la confrontation dans le salon m'ont arrêté, les voix froides se superposant, les preuves rejetées, les larmes de Delphine l'emportant. J'ai verrouillé l'écran, j'ai pris mon sac et je suis rentré. Manon était rentrée tôt ce jour-là, elle préparait du thé. Elle a jeté un coup d'œil alors que je posais mes clés sur le comptoir. « Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, » dit-elle doucement, en me tendant une tasse. « Tu as l'air de quelqu'un qui a servi de bouc émissaire. » Les mots ont atterri simplement, sans drame, mais ils sont restés. C'était la première fois que quelqu'un le verbalisait aussi clairement. Les rumeurs sont arrivées lentement. Une ancienne voisine m'a envoyé un message pour me demander si j'avais vraiment déménagé à cause une dispute. Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'a envoyé un texto pour savoir pourquoi j'avais manqué un anniversaire de famille. Je gardais mes réponses vagues et changeais rapidement de sujet. Le travail est resté stable, et les responsables comptaient de plus en plus sur ma fiabilité. Pour éviter les heures d'oisiveté à tout ressasser, j'ai fait des recherches sur les options de formation pendant mes pauses, des cours en ligne abordables du CNED, avec des horaires flexibles autour de mes services. Un soir, après avoir payé une autre facture seule, j'ai ouvert les sites, comparé les programmes et mis en favori quelques-uns en gestion administrative qui transféraient facilement les crédits. Environ 8 mois plus tard, une conversation à mon nouveau travail à temps partiel m'a ouvert les yeux sur un schéma. Les pièces ne se sont pas assemblées en une seule révélation dramatique. Elles se sont accumulées tranquillement sur plusieurs semaines à partir de sources sans lien qui se sont soudainement connectées. J'avais gardé le poste de coordinatrice d'événements tout en cherchant quelque chose de plus stable, et la constance à payer. Les responsables me confiaient de plus grandes responsabilités, gérer les contrats avec les fournisseurs, former le personnel saisonnier, résoudre les problèmes de dernière minute pendant les événements. Après presque 1 an, ils m'ont promu superviseur à plein temps, un salaire plus élevé, avantages sociaux, autorité sur les horaires. Le rôle exigeait de l'organisation et du calme sous pression, des compétences que j'avais affinées juste pour faire fonctionner ma propre vie. Ce poste a duré près d'1 an, me donnant une solide expérience en gestion d'équipe et de budget. Lorsqu'un poste administratif s'est ouvert dans une entreprise de logistique en ville, j'ai mis à jour mon curriculum vitae avec ses détails et j'ai postulé.
Le processus a été long, sélection initiale, 2 séries d'entretiens étalées sur un mois, vérification des références. Obtenir l'acceptation a été comme franchir un seuil, horaire de jours réguliers, un salaire au lieu de pourboire variable, des congés payés. Le nouveau bureau était professionnel et des open spaces et des salles de réunion, une machine à café toujours en marche. Les collègues gardaient d'abord les interactions centrées sur le travail. Une pause déjeuner, mon collège, Christophe, s'est assis avec son sandwich. Nous avions déjà discuté de délai ou de bourrage d'imprimante. Cette fois, la conversation a tourné sur les lycées locaux. Quand j'ai mentionné le mien, il a fait une pause. Attends, Hébert. Un lien de parenté avec Delphine Hébert? J'ai hoché la tête prudemment. Christophe a dit qu'il l'avait connue par des amis communs et se souvenait d'elle comme de quelqu'un qui pouvait déformer les situations pour rester la bonne personne, faisant passer les autres pour les méchants si cela protégeait son image. Il a haussé les épaules et a dit que ce n'était pas malveillant à proprement parler, juste habituel. Ce commentaire est resté dans mon esprit. Quelques semaines plus tard, je suis passé à mon ancien lieu de travail pour récupérer un dernier chèque de paie. Un habitué de longue date m'a aperçu et m'a fait signe après son repas. Il venait depuis des années et connaissait la famille de manière informelle par le biais d'activités associatives. Ta sœur venait ici parfois, a-t-il mentionné nonchalamment. Pas pour manger, juste pour demander les horaires, quand certaines personnes travaillaient, puis elles partaient. Ça semblait bizarre à l'époque. Il n'a pas développé, changeant de sujet pour parler de la saison de l'OL. Une autre petite pièce du puzzle. Ces commentaires distincts se sont connectés dans ma tête au fil des jours. Delphine n'avait pas seulement réagi cette nuit-là pour protéger sa relation. Elle avait besoin de conserver son rôle de sœur responsable et sans reproche. Toute menace à cela comme l'intérêt de Hugo se déplaçant ou moi paraissant potentiellement sous un meilleur jour devait être neutralisée en faisant de moi le problème. La prise de conscience s'est installée lourdement. Ce n'était pas une colère aléatoire. C'était la peur de perdre le récit familial où elle restait parfaite. J'ai canalisé cette prise de conscience dans mon travail au lieu de ruminer. Le rôle administratif me plaisait de plus en plus, coordonner les itinéraires à travers la région, négocier les tarifs avec les fournisseurs, rationaliser les rapports qui faisaient gagner des heures à l'équipe. La reconnaissance est venue progressivement, des mentions en réunion, la confiance accordée à mes mises à jour pour les décisions. Samuel est apparu lors des livraisons de routine. Son entreprise gérait nos expéditions en vrac, il passait donc au quai de chargement plusieurs fois par semaine. Les interactions ont commencé de manière pratique, signer des bons de livraison, vérifier les décomptes. Au fil des semaines, les pauses se sont allongées, commentaires sur les bouchons sur le périphérique, questions sur les projets du week-end, rires partagés sur des demandes de clients excentriques. Il avait une présence stable, remarquant quand j'avais eu une journée difficile sans être indiscret. L'amitié s'est construite d'abord, des déjeuners de groupe quand les itinéraires coïncidaient, des textos échangeant des recommandations de lieux locaux, le meilleur bouchon lyonnais, les sentiers cachés dans les monts d'Or. Ce n'est qu'après quelques mois que cela a changé. Il m'a demandé si je voulais dîner, juste nous deux, sans parler de travail. Les rendez-vous sont restés détendus, des terrasses sur les pentes de la Croix-Rousse, des matchs au Groupama Stadium avec des places bon marché, des promenades en voiture le long de la Saône quand le temps le permettait. La conversation coulait facilement, carrière, envie de voyage, podcast préféré. Partager mon passé a été plus lent. Quand j'ai finalement exposé la rupture familiale, Samuel a écouté sans interruption, puis a dit qu'il semblait qu'il m'avait abandonné quand j'avais le plus besoin de soutien. Pas de doute, pas de leçon de morale sur la famille. Sa famille est entrée en scène de manière organique. Valérie et Patrick organisaient de fréquents repas du dimanche, une blanquette de veau, du gratin frais sorti du four, du vin de la région. La première invitation est venue de manière décontractée après que Samuel a mentionné que j'aimais les plats faits maison. Valérie m'a accueilli avec une accolade, m'a demandé mes préférences et a veillé à ce que mon assiette soit pleine. Patrick a partagé des histoires de ses jours à l'usine, faisant des parallèles avec les défis de la logistique. Son frère, Antoine, est arrivé à mi-chemin, les mains sales après avoir bricolé sa moto. Il a taquiné Samuel sur ses compétences en football et m'a incluse dans les débats sur les perspectives de l'OL. Ces dimanches se sont multipliés. Valérie m'envoyait des recettes par texto en milieu de semaine et vérifiait si j'avais besoin de quelque chose pendant les saisons chargées.
Patrick m'a donné des conseils lorsque ma voiture avait besoin d'entretien et la même mise au point. Un après-midi, Antoine nous a entraînés dans une partie de pétanque, suivie de soirées de jeux avec des cartes et des taquineries. Leur accueil semblait mérité, pas forcé, des questions sur mes projets, une célébration pour une promotion, de l'espace quand j'avais besoin de calme. Pour la première fois, famille signifiait des gens qui choisissaient d'être là de manière constante. Samuel et moi nous sommes rapprochés à travers des routines partagées, des cafés matinaux, des promenades en soirée au parc de la Tête d'Or, la planification de petites escapades dans le Beaujolais. Sa stabilité a équilibré mes côtés réservés, construisant la confiance couche par couche. 9 ans ont passé. J'avais 32 ans, j'étais fiancé à Samuel et je menais une vie dont j'étais fier. Samuel m'a demandé en mariage un soir tranquille au bord de la Saône, les lumières de la ville scintillant sur l'eau alors que nous nous promenions après le dîner. Il s'est arrêté près d'un banc, a sorti une bague simple qu'il avait choisie avec soin et s'est agenouillé sans cérémonie. J'ai dit oui avant qu'il ait fini sa question, les larmes se mêlant au rire. Nous avons gardé cela privé pendant une semaine, juste nous deux, avant de l'annoncer à Valérie et Patrick autour d'un repas du dimanche. Ils nous ont serrés fort dans leurs bras, Valérie planifiant déjà les détails, Patrick portant un toast avec un côte rôti. La planification de la fête du Nouvel An a suivi. Petite et significative, chez eux, avec le grand jardin, parfait pour des lumières et un brasero. La liste des invités est restée intime, les parents de Samuel, mes amis proches du travail, quelques couples dont nous nous étions rapprochés. Un traiteur local a été engagé pour les spécialités lyonnaises, des mini-saucissons briochés, de la cervelle de canut et des desserts avec des pralines roses. Les invitations ont été envoyées numériquement, les réponses arrivant avec enthousiasme. Puis le contact a repris. Une demande d'amis est apparue sur les réseaux sociaux de la part de papa, son profil mis à jour avec des photos de vacances récentes, l'air détendu. Je l'ai fixé pendant des jours, mon doigt hésitant entre « accepter » et « refuser ». La curiosité l'a emporté sur la prudence. J'ai accepté. Pas de suivi immédiat. Une semaine plus tard, un message est arrivé, de longs paragraphes commençant par « Comme le temps passe vite », disant qu'ils avaient souvent pensé à moi. Dernièrement, ils avaient réalisé que certaines décisions prises des années auparavant étaient « trop dures » avec le recul. Ils avaient entendu par d'anciennes connaissances du quartier que j'étais fiancé. Des félicitations sincères, suggérant que nous nous retrouvions bientôt pour un café, pour prendre des nouvelles en tant qu'adultes. Je l'ai lu plusieurs fois, cherchant plus de profondeur. Aucun regret spécifique n'était mentionné, juste un vague, dur. Je l'ai partagé avec Samuel ce soir-là devant des plats à emporter. Il l'a parcouru et a posé le téléphone. Il a dit que le moment était particulièrement frappant, des années de rien, puis la nouvelle des fiançailles circule, et la réflexion commence du jour au lendemain. Maman a envoyé un message peu de temps après, sur un ton plus chaleureux, lourd d'émotion. Beaucoup de « ma fille me manque tous les jours, et la vie est courte à leur âge ». Elle a insisté sur le fait de ne pas vouloir manquer de grands moments familiaux comme celui-ci, qu'une saison de mariage pourrait guérir de vieilles blessures et réunir tout le monde à nouveau. Le mot de Delphine est arrivé séparément, bref et prudent, félicitations pour les fiançailles. Les choses étaient compliquées à l'époque. Je traversais une période difficile et je n'ai pas bien géré la situation. J'espère que tu vas bien. Aucune mention directe de mensonge ou de dommages spécifiques, juste, compliqué, et une lutte personnelle, excusant tout avec un blâme partagé. Les invitations se sont intensifiées progressivement. Papa a suivi, demandant des détails sur la fête, disant que cela signifierait tout pour lui d'être là pour une étape aussi importante, de me voir heureuse. Maman a envoyé de vieilles photos aux vacances, anniversaire notant les chaises vides et comment la famille complète le tableau. Delphine a ajouté qu'elle avait beaucoup mûri, qu'elle comprenait mieux maintenant et voulait célébrer avec moi en personne. Le schéma est apparu clairement à travers le flot de messages. Aucun message n'admettait explicitement un tort. Pas de « nous avons pris parti contre toi injustement ». Pas de « nous n'avons pas su écouter ». Juste « nous sommes une famille », répété comme si cela effaçait l'histoire. Ne manque pas de moments, comme si mon absence n'avait pas été leur choix délibéré. La pression se concentrait sur l'inclusion maintenant, quand les photos et les souvenirs comptaient à nouveau, quand un nouveau chapitre avait l'air bien de l'extérieur. Puis la vraie raison a fait surface, progressivement, superposée dans des messages ultérieurs.
Maman a mentionné les problèmes de santé de Delphine ces derniers temps, des tests et des traitements continus qui l'épuisaient. La note suivante de papa disait qu'ils avaient tous été testés pour la compatibilité récemment, espérant bientôt de bonnes nouvelles. Delphine a écrit qu'elle se sentait faible plus souvent, que les médecins recommandaient une greffe si les choses progressaient. Les pièces se sont connectées lentement mais sûrement, diagnostic de leucémie, besoin urgent de moelle osseuse, une compatibilité entre frères et sœurs ayant la plus forte probabilité. Et j'étais la plus proche génétiquement, celle qui avait le plus de chances de la sauver. La prise de conscience antérieure a frappé plus fort à la lumière de cela. Delphine s'est toujours positionnée pour avoir besoin d'être secourue, gardant la famille concentrée sur son sauvetage, sur son rôle de personne fragile. La peur de mes parents n'était pas de me perdre il y a des années, c'était potentiellement de la perdre maintenant, leur enfant préféré. Leur démarche n'était pas du remords pour les torts passés. C'était du désespoir pour que mon corps sauve leur fille favorite. J'ai d'abord lutté seul avec ça, les émotions oscillant largement, la vieille douleur refaisant surface à l'état brut. Des questions sur si le temps changeait vraiment les gens, si les liens du sang étaient plus forts que la douleur. Je l'ai partagé avec Samuel un soir sur le canapé, le téléphone ouvert sur le dernier lot de messages. Il m'a tenu fermement la main, a dit que quel que soit mon choix, il me soutiendrait, mais m'a rappelé qu'ils avaient eu des occasions de tendre la main lorsque les rôles étaient inversés et ne l'avaient pas fait. Valérie a entendu une partie de la conversation lors de sa visite suivante et m'a prise à part pour un thé dans la cuisine. Elle a parlé doucement mais directement, disant de protéger la paix que j'avais gagnée avec effort, que le vrai regret se manifeste tôt, pas quand on en a le plus besoin. Patrick a ajouté un point de vue pratique plus tard, autour d'un café, les décisions médicales sont énormes, aucune obligation après un abandon, et les risques pour la santé sont réels. Antoine est resté léger mais ferme pendant une pause de jeu. Tu as construit ça sans eux. Ne laisse pas la culpabilité défaire tout ça. Les messages sont devenus plus insistants, évitant toujours la demande directe, attendant peut-être une pression en personne à la fête. Mais le sous-entendu criait clairement à travers chaque ligne sur la famille et les moments. Le nouvel an est arrivé. La fête chez Valérie et Patrick était tout ce qu'il y a de plus chaleureux et authentique. Le jardin brillait de guirlandes lumineuses drapées entre les arbres, un brasero crépitait au centre, projetant des étincelles dans la froide nuit lyonnaise. Les tables contenaient des plateaux de spécialités locales, des gratons, des cardons à la moelle, des quenelles encore fumantes et des plateaux de coussins de Lyon pour le dessert. Une liste de lectures de rock français mêlée à des succès actuels joués depuis des haut-parleurs sur la terrasse, le volume parfait pour se mêler. Les invités emmitouflés dans des manteaux et des écharpes se déplaçaient entre les chauffages, riant à des histoires, les verres teintant de bière artisanale ou de vin chaud. Samuel et moi avons circulé ensemble la majeure partie de la soirée, les mains liées, acceptant les accolades de ses tantes et oncles, et les toasts de collègues devenus amis. Antoine a animé une séance de taquineries improvisées, se moquant des tentatives de Samuel au barbecue, provoquant de grands éclats de rire. Valérie faisait le tour, s'assurant que tout le monde avait à manger, ses yeux brillants quand elle m'a prise à part pour une brève étreinte. Patrick se tenait près du feu, racontant des histoires de ses jours dans l'industrie, sa voix portant facilement au-dessus de la foule. Manon est arrivée avec son partenaire et m'a fait un sourire entendu de l'autre côté du jardin. Christophe est arrivé tard d'un service et s'est plongé directement dans les conversations comme s'il était à sa place. Le compte à rebours s'est fait naturellement. Quelqu'un a commencé un chant à 23h59, les téléphones sortis pour regarder le décompte sur un écran extérieur. Samuel m'a embrassé à minuit au milieu des acclamations et des cotillons, Antoine tirant des pétards inoffensifs dans les airs. Les feux d'artifice des voisins illuminaient le ciel, se reflétant sur les nuages bas. Ces moments semblaient mérités, entourés de gens qui avaient été là pour les promotions, les déménagements et les jours difficiles sans condition. Vers 1h du matin, alors que les invités se raréfiaient et que les braises rougeoyaient, mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Je me suis dirigé vers le patio latéral plus calme pour vérifier. Un long message de papa, horodaté juste après minuit. Il écrivait avoir vu des photos de la fête que des amis avaient postées en ligne, moi riant près du feu, le bras de Samuel autour de moi. Il a dit que j'avais l'air vraiment heureuse, que cela leur réchauffait le cœur. Puis il est passé à la réflexion après, une longue discussion familiale. Delphine avait admis avoir exagéré les choses, des années auparavant pendant une période de confusion. Ils avaient été trop prompts à prendre son parti, sans avoir une vue d'ensemble, une erreur parentale, qu'il regrettait profondément.
Avec cette étape joyeuse et les possibilités futures des petits-enfants un jour, peut-être ils espéraient reconstruire les ponts, faire à nouveau partie des célébrations. Amour de sa part, de maman et de Delphine. Les mots, exagérés, et, erreur parentale, sonnaient creux, minimisant pour excuser. La mention des petits-enfants a scellé l'affaire, un accès futur, pas une réparation passée. Aucune véritable prise de responsabilité, juste assez de contrition pour demander l'entrée. Je suis resté dans le froid une minute, mon souffle visible, le feu crépitant au loin. Samuel l'a remarqué, s'est approché et a lu par-dessus mon épaule. Il a expiré lentement et m'a enlacé par derrière. C'est ta décision, a-t-il murmuré, mais ça ressemble à un moyen de pression, pas à un vrai changement. J'ai répondu calmement, les remerciant pour leur message et leurs vœux, et j'ai noté que l'aveu de Delphine avait dû être difficile. J'ai dit qu'après 9 ans à me construire une vie remplie de soutien constant, j'avais choisi une paix qui n'exigeait pas de revivre d'anciennes douleurs ni de risquer ma santé for those who hadn't earned my trust back. I wished them well and asked for no further contact. I sent the message, blocked their number, and deleted the threads. Le téléphone rangé, j'ai rejoint le groupe restant près du feu. Antoine m'a tendu un cidre frais. Valérie m'a pris le bras alors que nous rentrions plus tard. Aucune explication n'était nécessaire. Ils ont compris à mon expression. La nuit s'est terminée doucement, avec un nettoyage en commun et des adieux qui s'éternisaient. Le trajet de retour avec Samuel était calme mais proche. Des mois plus tard, des nouvelles me sont parvenues indirectement. Le traitement de Delphine s'est prolongé sans compatibilité idéale, des complications retardant ses progrès. Les séjours à l'hôpital étaient fréquents. Mes parents se sont retirés de leurs cercles habituels. Moins d'événements à l'église, les rassemblements de quartier manquaient, des excuses vagues quand on leur posait la question. Des contacts communs ont mentionné des questions gênantes sur la famille, des conversations qui changeaient rapidement de sujet. Le coup d'un favoritisme de longue date s'est manifesté par un isolement progressif, par des ponts brûlés trop profondément pour être reconstruits. Je n'ai pas cherché à avoir des nouvelles, elles sont arrivées occasionnellement, neutres. Je n'ai ressenti aucune jubilation, juste une reconnaissance silencieuse des conséquences découlant naturellement des choix faits. En y repensant maintenant, la leçon n'est pas l'amertume.